So we just landed in Wisconsin. I brought Big Chris with me because there's like 200 plus cars here and we're going to try to buy as many of them as we can. Après des années de rumeurs, Richard Rawlings dit enfin la vérité. La star de Fast and Loud admet avoir caché un lourd secret qui explique tout. Pourquoi ses mariages ont échoué, pourquoi il a soudainement vendu sa collection de voitures et pourquoi Discovery a annulé sa série. À 55 ans, il est enfin prêt à dire la vérité sur ce qui s'est passé dans cette bataille juridique à 6 millions de dollars. Et croyez-nous, c'est bien pire que ce qu'on imaginait. Richard Rawlings est né le 30 mars 1969 dans un quartier ouvrier de Fort Worth, au Texas. Bien avant de devenir une personnalité de la télévision et un magnat de l'automobile, son univers tournait déjà autour des voitures. L'une de ses premières photos montre un petit garçon assis fièrement dans une Volkswagen coccinelle à pédales. Ce n'était pas seulement un jouet, c'était un avant-goût de ce qui allait arriver. Alors que la plupart des enfants regardaient des dessins animés le samedi matin, Richard avait une routine différente. À 3 heures du matin, alors que la plupart des habitants de la ville dormaient encore, il se levait et partait avec son père distribuer les journaux. Ils enroulaient des piles, traversaient les quartiers sombres et jetaient des journaux dans les allées. Après l'école, Richard recommençait la même chose pour l'édition de l'après-midi. Le week-end, il allait de maison en maison à vélo pour collecter les paiements. Ce qui le marquait vraiment lors de ses tournées, ce n'était pas seulement l'argent, c'était les voitures. Il a commencé à les observer tous. Il savait quelle maison avait quelle marque, quel modèle, quelle année. Certains clients étaient surpris par son savoir. Sa réponse était toujours simple. Je passe devant chez toi 2 fois par jour, presque tous les jours de la semaine. Comment ne saurais-je pas ce qu'il y a dans ton allée? Son père, qui cumulait 2, voire 3 emplois, veillait toujours à ce qu'il n'ait qu'une seule chose pour lui. Une voiture ou une moto. Ce jouet était sa récompense, et la leçon lui est restée. Richard a observé et appris que pour obtenir quelque chose de spécial, il fallait le mériter. À 14 ans, Richard a acheté sa première voiture. C'était en 1983. C'était une Mercury Comet verte de 1974. Il l'a payée avec l'argent économisé au fil des années de tournées de journaux. La plupart des jeunes rêvaient d'avoir 6 ans. Richard conduisait déjà. Enfin, pas légalement, mais ça ne l'a pas arrêté. Cette comète n'était pas qu'une simple attraction, c'était une déclaration. À l'école, il faisait brûler des pneus sur le parking, faisant des donuts juste pour montrer ce qu'elle pouvait faire. Ses camarades de classe en parlent encore, malgré sa couleur verte affreuse. Ils trouvaient que c'était la voiture la plus cool jamais construite. Les choses ont évolué très vite après ça. En terminal, en 1987, il en était déjà à sa 3e voiture. Cette fois, c'était une Bandit Trans Am noire de 1977. On aurait dit un modèle tout droit sorti de Smokey et la Bandit, et elle a fait de lui le garagiste incontournable du lycée Eastern Hills. Mais il ne s'agissait pas seulement de frimer. Il vendait aussi des voitures. Il les achetait, les réparait et les vendait. Avant d'obtenir son diplôme, il avait déjà révisé une 20aine de véhicules différents. Il gagnait ainsi plus que la plupart des adolescents travaillant à temps partiel. Et il ne s'agissait pas de deviner. Il avait le don de repérer les bonnes affaires, de les améliorer juste ce qu'il fallait et de convaincre les gens de payer plus cher que lui. C'était le fondement de tout ce qui allait suivre. Au début des années 90, alors qu'il n'avait que 22 ans, Rawlings a dû faire face à une situation bien plus grave. Il conduisait une Ford Mustang 2+2 Fastback de 1965, une muscle-car classique avec une ligne de toit digne des plus grands collectionneurs. Une nuit, alors qu'il circulait dans un quartier difficile près d'Oakland Boulevard à Fort Worth, il fut pris en embuscade par des voleurs de voitures. Ils tentèrent de le faire sortir du siège conducteur. Richard s'est défendu. Dans la lutte, une balle lui a traversé l'épaule et a parcouru son bras gauche. Il a survécu. Il aurait pu abandonner définitivement la culture automobile. Au contraire, cela n'a fait que renforcer sa détermination. Entre 1988 et 1990, avant les tatouages, la célébrité et le garage, Richard a porté 3 uniformes. Il a travaillé comme policier, pompier et ambulancier, tout cela avant ses 21 ans. Son père lui disait toujours « Trouve un bon travail avec des avantages, reste fidèle et prends ta retraite avec une montre en or. » Richard l'écoutait, du moins au début. Tout a basculé en 1988, alors qu'il livrait des Miller Lite dans un bar du coin. Un habitué, qu'il prenait pour un simple ivrogne, lui a demandé ce qu'il comptait faire de sa vie.
Richard a évoqué les forces de l'ordre, mais a affirmé qu'il n'avait pas les moyens d'aller à l'académie. L'homme le regarda et dit « Bon sang, je suis le maire de telle ville. » D'except jours plus tard, Richard était inscrit à l'Académie de police du nord du Texas. Il servit comme policier à Alvarado. Il est ensuite devenu pompier à Coppell. Il a porté plusieurs casquettes et a appris à garder son calme lorsque la situation s'est dégradée. Ses compétences en gestion de crise lui ont ensuite été utiles en affaires. Mais à 25 ans, il avait besoin de changement. Il vendit tout ce qu'il possédait et s'acheta une Jeep. Il partit pour la Californie, espérant démarrer une nouvelle vie. À l'époque, il était impeccable. Ni tatouage, ni piercings. 6 mois plus tard, il est revenu au Texas fauché, avec des tatouages, des piercings aux oreilles et sans Jeep. On l'avait saisi. Il dormait sur le canapé de sa sœur. Ce moment de déprime ne l'a pas brisé. Cela l'a motivé. Il avait besoin de créer sa propre entreprise. C'est alors qu'il a lancé Lincoln Press en 1999. C'était une entreprise d'impression et de publicité à Dallas. Il n'avait aucune expérience en imprimerie, mais il comprenait le branding. Il a contracté un prêt de $100 pour démarrer sa petite entreprise. En 5 ans, Lincoln Press connut un essor fulgurant. En 2004, il offrit une Lamborghini Gallardo au premier client ayant investi $1 million dans l'entreprise. Ce coup de maître fut un succès. L'entreprise a continué de croître. Il a fini par la vendre. Cette vente lui a permis de réunir les fonds nécessaires pour réaliser son rêve, les voitures. Lorsque Richard Rawlings a lancé Gas Monkey Garage à Dallas en 2002, le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous. Le magasin était petit. Il n'avait même pas l'eau courante ni la climatisation. Et il a été construit grâce à l'argent provenant de la vente de son ancienne entreprise, Lincoln Press. Les débuts furent difficiles. Rawlings avait la passion, mais pas les ressources. Malgré tout, il croyait en ce qu'il construisait. Lui et sa petite équipe ont donc pris la route, parcourant les salons automobiles, les salons professionnels et les rassemblements à travers le pays, faisant tout ce qu'il fallait pour faire connaître le nom Gas Monkey. En mai 2007, lui et son ami Dennis Collins ont entrepris de battre l'un des records les plus légendaires de la culture automobile, le Cannonball Run. Le record original, établi en 1979, était de 32 heures et 51 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour parcourir le pays d'un bout à l'autre, de New York à Los Angeles, avec pour seul objectif la vitesse. Ce record est resté intact pendant près de 3 décennies. Le 12 mai 2007, Rawlings et Collins ont décidé de tenter le coup. Ils ont abandonné le parcours prévu du Rally Bull Run entre Montréal et Key West et ont plutôt visé directement le record. Ils ont conduit une Ferrari 550 Maranello modifiée, équipée de réservoirs supplémentaires pour éviter les arrêts fréquents. Ils ont quitté Manhattan à la faveur de la nuit et ont atteint le Portofino Inn de Redondo Beach seulement 31 heures et 59 minutes plus tard. Ils l'avaient fait. Ils avaient battu un record qui tenait depuis 28 ans, avec une moyenne de 140,3 km/h sur 400-500 km de route. Au début, tout le monde n'y croyait pas. Certains ont remis en question le parcours ou l'ont comparé aux parcours originaux. Mais malgré la controverse, l'exploit est resté remarquable. Audacieux, dangereux et suffisamment réaliste pour valoir à Rawlings un hommage personnel de Jay Leno, un moment qui a eu plus d'importance que la plupart des gens ne l'imaginaient. Jay Leno n'est pas seulement un passionné d'automobile, c'est un passionné d'automobile. Son garage regorge de centaines de véhicules classiques et rares. Ses connaissances sont approfondies et son respect dans le monde automobile est immense. Ainsi, lorsque Leno a félicité Rawlings pour avoir battu le record de la course Cannonball, ce n'était pas seulement un compliment, c'était une marque d'approbation puissante. C'était des années avant que Fast and Loud ne fasse de Rawlings une célébrité. Mais ce clin d'œil de Leno lui a donné une crédibilité considérable dans le monde automobile. Et Rawlings avait besoin de cette crédibilité. Entre 2002 et 2012, lancer Gas Monkey n'a pas été chose facile. Il a investi tout son argent dans l'entreprise. Il travaillait dans un garage sans climatisation, sans eau courante et avec à peine assez d'outils pour survivre. Il avait du mal à trouver de bons mécaniciens, à trouver les bonnes pièces et à se battre pour maintenir son activité. Chaque projet représentait un risque. Chaque client devait être mérité. À cette époque, Rawlings commençait à proposer son idée d'émission. Il souhaitait faire découvrir la restauration automobile à un public plus large, pas seulement aux passionnés de mécanique, mais aussi aux familles, aux enfants
à tous ceux qui aimaient les bonnes histoires et les bons moments. Mais les réseaux n'ont pas mordu à l'hameçon. L'idée lui semblait trop spécialisée ou trop risquée. Alors, en attendant une opportunité, il a continué à promouvoir sa marque en prenant la route. Davantage de salons automobiles, de rencontres en face à face. Le travail a été lent, mais il a permis de construire une relation solide. Lorsque Discovery a finalement donné son accord en 2012, le nom Gas Monkey avait déjà du poids dans la communauté automobile. Lors de sa première diffusion le 6 juin 2012, personne ne se doutait que ce garage de Dallas allait devenir une marque mondiale. Au cœur de tout cela se trouvait Richard Rawlings. Avant l'arrivée des caméras, il n'était qu'un simple gérant du Gas Monkey Garage. Après le succès de l'émission, il est devenu un visage reconnu dans plus de 200 pays. Le succès ne s'est pas limité aux États-Unis. L'émission a été traduite en 13 langues. Ce succès a fait de Rawlings un acteur majeur du monde du divertissement presque du jour au lendemain. Le concept était simple mais percutant. Rawlings et son équipe ont recherché des voitures classiques oubliées. La plupart étaient abîmées ou à peine fonctionnelles. Ils ont redonné vie aux voitures, les ont faites briller, puis les ont vendues pour faire des bénéfices. Mais ce qui a fait la particularité de l'émission, c'est son ton. Alors que d'autres émissions privilégiaient le drame ou ciblaient un public de niche, Fast and Loud visait large. Rawlings a décrit ce spectacle comme un événement qui plairait autant aux enfants qu'aux grands-parents. Il ne souhaitait pas en faire un simple énième salon automobile. Il voulait que ce soit amusant et dynamique, et que chacun se sente bienvenu. La stratégie a fonctionné. Les téléspectateurs ont été conquis par les voitures, les constructions et l'énergie. Mais le véritable tournant est survenu lorsque Rawlings a utilisé ce succès pour étendre son activité bien au-delà de la télévision. Il a lancé les restaurants Gas Monkey, des lignes de vêtements, des boissons énergisantes, de la tequila, de la vodka et bien d'autres choses encore. Le garage était toujours là, mais il constituait désormais la base de quelque chose de bien plus grand. En 2020, Rawlings avait bâti un véritable empire. Même si la série s'est terminée le 8 juin 2020, après 6 saisons et 155 épisodes, la marque était plus forte que jamais. Le succès de la série s'explique par ce que Rawlings appelait sa formule « cash money ». Il s'agissait d'acheter intelligemment et de vendre encore plus intelligemment. Il parcourait le pays, trouvait des voitures de collection en mauvais état, puis, grâce à des négociations acharnées et à des gains rapides, concluait rapidement des affaires. Parfois, il emportait des milliers de dollars sur lui juste pour convaincre un vendeur sur le champ. Il a dit un jour, « On peut toujours acheter une voiture de $0 pour 5 000 $ si on a les moyens. » Cette stratégie n'était pas seulement une bonne idée à la télévision, c'était sa stratégie dans la vraie vie, et elle a fonctionné. L'un des meilleurs exemples de cette formule en action était la construction d'une Dodge Challenger. Rawlings l'a acheté pour un peu plus de $40. L'équipe a investi $77 dans sa restauration, en y ajoutant des améliorations et des caractéristiques uniques. À la vente, la voiture a été revendue pour $150. Il s'agissait d'un bénéfice de $73 sur un seul coup. Ce n'était pas seulement un coup de chance, c'était le fruit d'un instinct aiguisé, de dépenses judicieuses et d'une compréhension approfondie des attentes des acheteurs. Ce qui distinguait également Fast and Loud, c'était la propension de Rawlings à prendre des risques. Il achetait souvent des véhicules que la plupart des gens ne toucheraient pas. Des tas de rouille, des châssis endommagés, des voitures qui semblaient oubliées depuis des décennies. Même sa propre équipe remettait parfois en question ses décisions. Mais Rawlings voyait un potentiel que d'autres ne connaissaient pas. Un jour, il acheta une supercar pour $400. Elle a connu de sérieux problèmes mécaniques suite à une panne avec son précédent propriétaire. Malgré tout, Gas Monkey Garage a réussi à la remettre sur pied. Après la reconstruction, la voiture a été vendue avec une belle plus-value. Ce genre de pari risqué est devenu partie intégrante de l'identité de la série. Ces voitures rouillées n'étaient pas seulement une question d'argent. Elles apportaient du suspense et de la profondeur à l'émission. Chaque voiture avait une histoire. Chaque restauration comportait des problèmes à résoudre. Les spectateurs ont pu constater le temps, l'argent et les efforts consacrés aux transformations. Certaines constructions ne se sont pas déroulées comme prévu. D'autres ont pris plus de temps que prévu. Toutes les voitures n'ont pas été rentables, mais c'était là une partie de leur attrait. L'émission a mis en lumière les risques liés à la récompense et a offert au public un aperçu concret de l'aspect commercial de la restauration automobile.
Cela représente 8 années complètes de construction, de retournements et de road trips effrénés. Dès la 4e saison, la série avait atteint son rythme de croisière. Cette saison a apporté son lot de délais serrés, de problèmes inattendus et de réparations de dernière minute qui ont ajouté de la tension. Les téléspectateurs ne savaient jamais si l'équipe finirait une voiture à temps ou si le contrat tomberait à l'eau. Ce mélange de pression et de récompense a captivé les spectateurs. Mais en 2020, Rawlings a pris une décision importante. Lors de l'émission Joe Rogan Experience, il a révélé avoir mis fin à son partenariat avec Discovery. La raison était une question de contrôle. Il souhaitait davantage de liberté créative et ne voulait pas être prisonnier de contrats limitant ses possibilités futures. Quitter le réseau était un risque, mais cela lui a aussi ouvert de nouvelles perspectives. Depuis, Rawlings a continué à développer sa marque grâce à YouTube, à de nouveaux projets médiatiques et au succès continu de Gas Monkey Garage. Richard Rawlings s'était déjà fait un nom dans le monde automobile, mais en 2013, il a décidé d'étendre sa marque au-delà des voitures et des moteurs. Il s'étendait sur un 800 mètres carrés. Ce n'était pas seulement un restaurant. C'était à la fois une salle de concert et un bar, mais tout en élégance. L'endroit pouvait accueillir jusqu'à 200 personnes, et Rawlings veillait à s'appuyer sur une véritable expérience pour le gérer. Il a engagé Alex Mendonca, ancien gérant du House of Blues de Las Vegas, pour diriger l'entreprise en tant que directeur général. David Hollister est arrivé en tant que directeur culinaire pour optimiser l'aspect culinaire. L'ouverture du lieu n'a pas eu lieu sans bruit. 2 jours avant l'inauguration officielle, le groupe de rock américain Old 97 y a donné son tout premier concert. Cette fois au Terminal D de l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. Une décision judicieuse. Les voyageurs transitant par l'un des aéroports les plus fréquentés du pays disposaient désormais d'un endroit où se restaurer, écouter de la musique et goûter à la marque Gas Monkey. Rawlings a même évoqué le souhait d'ouvrir un 3e restaurant en dehors de la région de Dallas-Fort Worth. Il ne s'agissait pas seulement d'une expérimentation. Il construisait quelque chose. Le Bar Grill est devenu plus qu'un restaurant. Il est devenu un lieu incontournable où se mêlent culture automobile, musique et vie nocturne. Plus tard la même année, en octobre 2014, Rawlings a franchi une nouvelle étape. Juste en face du Bar Grill d'origine, il a ouvert le Gas Monkey Live. C'était énorme. Il l'a transformé en une salle de concert à grande échelle, conçue pour les grands spectacles et les foules nombreuses. Lors de la soirée d'ouverture, les légendes du punk rock Social Distortion ont pris la scène. Dès lors, la salle a commencé à accueillir des artistes de renom et des événements prestigieux. L'un des moments les plus marquants a eu lieu en novembre 2014. Le Motley Crue y a donné un concert gratuit dans le cadre de sa tournée All Bad Things Must End. L'événement s'appelait Dodge Rocks Gas Monkey et n'était pas ouvert à tous. Seuls les propriétaires de véhicules Dodge étaient autorisés à y entrer. L'événement n'était pas qu'un simple concert. C'était aussi une vitrine pour les nouveaux modèles Dodge, dont le Charger SRT Hellcat et le Challenger SRT Hellcat. Toute la soirée a été un véritable concentré de vitesse, de son et de spectacle. Gas Monkey Live accueillait également des événements privés, des soirées VIP et des événements d'entreprise. Ces loges et ces espaces modulables permettaient une utilisation polyvalente, au-delà de la simple musique. Malgré ce succès, la salle a connu des difficultés. En mai 2020, Gas Monkey Live a fermé ses portes. La pression financière liée à la pandémie de COVID-19 a rendu impossible toute poursuite de ses activités. Cette fermeture a marqué la fin d'un chapitre ambitieux de l'aventure de Rawlings dans le spectacle vivant, mais n'a pas freiné son ambition. En 2014, l'année même de l'ouverture de Gas Monkey Live, Rawlings est devenu le porte-parole national de Dodge. Son visage était soudain omniprésent. Des publicités le montraient au volant, vantant les performances et le style de Dodge. C'était le croisement parfait. Son amour des voitures, son univers musical et une marque prestigieuse se sont réunis en une seule soirée. Cet accord a permis à Dodge de se rapprocher des passionnés d'automobile tout en offrant à Rawlings une visibilité nationale. Son influence dans le monde automobile n'a cessé de croître. Puis, en 2019, il s'est lancé à nouveau dans les boissons énergisantes. Mais au lieu de créer une entreprise de toutes pièces, il a acquis la licence de la marque Gas Monkey. Il a ainsi conservé le contrôle de l'image sans assumer les coûts de production. C'était une décision judicieuse. Gas Monkey Energy a été lancé avec 2 saveurs, classique et légère.
L'image de marque mettait l'accent sur la vitesse, la puissance et l'excitation. La même énergie que Rawlings apportait à tout ce qu'il entreprenait. En janvier 2025, la marque a ajouté un troisième parfum, appelé Tropical, composé d'un mélange de mangue, de fruits de la passion, d'ananas, de citron et de miel. Elle était également exempte de sirop de maïs à haute teneur en fructose et d'additifs artificiels. La boisson s'inscrivait parfaitement dans le style de vie prôné par Rawlings. Audacieux, rapide et propre, les boissons énergisantes étaient vendues dans les supérettes et en ligne. Ils ont également participé à de grands événements de sport automobile comme les 500 miles d'Indianapolis et les courses de la NHRA. Richard Rawlings a toujours vécu à 100 à l'heure. Mais si sa carrière a décollé grâce au rugissement des moteurs et à la célébrité télévisuelle, sa vie personnelle a connu un parcours plus mouvementé. Il cherchait encore sa place dans le monde de l'automobile. Sa première épouse, Karen Kay Grimes, est entrée dans sa vie durant ses premiers jours incertains. Ils se sont mariés cette année-là, mais leur relation n'a pas duré. En 1994, ils ont divorcé. Le mariage avait duré moins d'1 an. Il n'y avait pas encore de célébrité, pas de fans, pas de projecteurs. Juste un jeune homme poursuivant un rêve et un mariage qui s'était terminé avant même d'avoir commencé. On ne sait pas grand-chose de Karen. Elle est restée discrète et leur brève relation n'a jamais fait la une des journaux. Mais ce premier divorce a marqué le début d'une nouvelle tendance. Cela a montré combien il était difficile pour Rawlings de concilier ambition et vie personnelle. La pression de construire quelque chose de grand avait un prix. Et ce prix ne cessait de se faire sentir, surtout dans les années qui ont suivi. En 1999, il a réessayé, cette fois avec Suzanne Marie Mergel. Ils se sont mariés à Las Vegas, au moment même où Rawlings commençait à progresser avec Gas Monkey Garage. Les choses commençaient à s'arranger professionnellement, mais personnellement, la tension était toujours présente. Son entreprise était en pleine expansion. Ils voyageaient souvent. Après 10 ans, leur relation a atteint un point de rupture. En 2009, ils ont divorcé. Pour la plupart des gens, cela aurait pu être la fin, mais Richard et Suzanne entretenaient une relation complexe. En 2015, 6 ans après leur séparation, ils se sont remis ensemble. Ils étaient à Cabo San Lucas, au Mexique, et ont décidé de retenter leur chance au mariage. Cela semblait porteur d'espoir, une seconde chance après des années de croissance et de changement. Mais cela n'a pas duré. En mars 2019, Rawlings a de nouveau annoncé publiquement, cette fois sur Twitter, sa séparation avec Suzanne. Il a publié ce message le 11 mars 2019. C'était inhabituel, mais direct. Il a expliqué que des médias comme TMZ en parlaient déjà et qu'il souhaitait donc être le premier à le dire à ses fans. Il a expliqué que la décision était prise d'un commun accord. Suzanne et lui tenaient toujours l'un à l'autre. Mais après plus de 20 ans de relations intermittentes, ils étaient arrivés à leur terme. Ce deuxième divorce s'est déroulé rapidement. Suzanne a obtenu un accord financier. Rawlings lui a versé $300 en 2 versements. Elle a également conservé sa Mercedes SL 450 Roadster. Malgré tout, Richard a parlé avec gentillesse de leur temps passé ensemble. Il a dit qu'ils avaient partagé quelque chose de vrai. Même si ça n'a pas duré. 2 mariages, 2 divorces, la même personne, les 2 fois. Cela en dit long sur la difficulté qu'il avait à concilier vie privée et vie publique. Puis est arrivée Katerina Deason. Son nom a fait la une des journaux pour une autre raison. Elle avait été mariée à Darwin Deason, un milliardaire texan qui avait vendu son entreprise, Affiliated Computer Services, à Xerox pour $6 milliards. Katerina avait passé des années dans ce milieu. Des jets privés, des super yachts comme l'Apogee et un style de vie bâti autour d'une richesse inimaginable. Mais en 2019, sa vie a basculé. Elle et Richard ont commencé à sortir ensemble peu de temps après sa séparation avec Suzanne. Les choses ont explosé. Le 17 août 2019, Richard a fait sa demande en mariage au Tulum Resort, au Mexique. Il a rempli la plage de pétales de roses et a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait trouvé l'âme sœur. Ils se sont mariés le 28 juin 2020 à Key West, en Floride. La cérémonie était en petit comité. La COVID-19 les avait contraints à annuler le grand mariage qu'ils avaient prévu en Grèce. Mais l'instant était tout de même significatif. Katerina avait quitté un monde pour entrer dans un autre. D'épouse de milliardaire accompagne d'une star de télé-réalité. C'était un changement radical, mais qui semblait lui convenir.
a intenté une action en diffamation de 6 millions de dollars contre son propre fondateur, Richard Rawlings. Cette action a choqué les fans et les adeptes de la marque Gas Monkey. La plainte accusait Rawlings d'avoir tenté de se séparer de ses partenaires commerciaux par des manœuvres délibérées et trompeuses visant à contourner ses contrats. Le document juridique, long de 47 pages et riche en détails, décrivait comment la relation avait commencé à se dégrader dès mai 2013, avant même l'ouverture du bar. Un ancien employé, Tim Hinkhouse, avait alors écrit un courriel affirmant que Rawlings traitait les ouvriers du bâtiment de manière catastrophique. Il le comparait même à un adolescent de 13 ans gâté. La situation s'est tellement dégradée que Rawlings aurait été banni du chantier. Ce moment en dit long. Les tensions entre lui et l'équipe étaient déjà incontrôlables. Après l'ouverture du bar, fin 2013, les problèmes n'ont pas cessé. Selon la plainte, Rawlings se présentait sans cesse sans y être invité, perturbant le personnel et tentant de prendre le contrôle des décisions. Cela a créé un climat de travail toxique. La situation a atteint son paroxysme en 2015. C'est alors que Rawlings a envoyé un courriel menaçant à Daniel Flaherty, membre gérant du bar, affirmant que d'importants documents financiers avaient disparu. Flaherty a rapidement répondu et a invité Rawlings à vérifier les documents en personne. Mais Rawlings a refusé. Il répondit qu'il ne croyait pas du tout à l'existence de ces documents. Cette accusation, suggérant un vol ou une fraude, aurait de graves conséquences. Le 18 juillet 2015, Flaherty répondit à Rawlings, rappelant qu'il avait toujours été libre de vérifier les comptes. Cet email est devenu une preuve essentielle au tribunal. Rawlings a fini par s'excuser pour son comportement, imputant la responsabilité à l'alcool. Mais pour Flaherty et le reste de l'équipe, le mal était déjà fait. La plainte affirmait que les agissements de Rawlings avaient dissuadé les vendeurs et les partenaires commerciaux. Ces accusations publiques avaient porté atteinte à la réputation du bar et entravé sa bonne marche. Les problèmes ne s'arrêtaient pas là. En 2017, lorsque quelqu'un s'est montré intéressé par le rachat de la marque Gas Monkey Bar, Rawlings est de nouveau intervenu. Il a multiplié les accusations de mauvaise gestion financière et a ruiné l'affaire. Cet incident est devenu un autre point central du procès. Puis, en 2019, Rawlings a riposté. Le 28 mars, à 14h15, il a intenté une action en contraction d'1 million de dollars pour violation de droits d'auteur. Il affirmait que le bar avait continué à utiliser le nom et les logos Gas Monkey après la fin de leur contrat. Son équipe a fait valoir que les droits de licence avaient expiré fin 2018 et n'avaient pas été renouvelés. Malgré cela, le bar continuait d'utiliser la marque. La situation était d'autant plus tendue que Rawlings affirmait que sa marque était utilisée pour promouvoir des événements obscènes et sexuellement suggestifs. Il a déclaré que cela portait atteinte à son image et à sa propriété intellectuelle. Environ un mois plus tôt, le 25 février 2019, Rawlings avait envoyé une mise en demeure exigeant que le bar cesse d'utiliser la marque. Il leur avait donné 10 jours. Face à leur refus d'obtempérer, il a intenté une contre-action. Sa réclamation d'1 million de dollars était fondée sur la perte de revenus de licence et la perte de valeur de la marque Gas Monkey. À l'époque, les rumeurs circulaient déjà. On disait que le bar était en difficulté financière. L'un de ses établissements partenaires, le Gas Monkey Live, avait fermé ses portes. Certains pensaient que Rawlings cherchait à se distancer d'un navire en perdition tout en protégeant son nom. Ces batailles juridiques ont captivé l'attention des passionnés de voitures et des juristes. La querelle entre Rawlings et ses anciens associés s'est transformée en un drame public houleux. Pendant que les procès se poursuivaient, Rawlings était occupé à passer à autre chose. Parmi eux, Cord Newman, un cascadeur hollywoodien connu pour s'être immolé par le feu lors d'un épisode. Le podcast mêlait anecdotes en coulisses et interviews dynamiques. C'était une autre façon pour Rawlings de rester sous les projecteurs. Puis vint l'histoire des voitures. En septembre 2023, Rawlings a fait un geste audacieux. Il a vendu aux enchères près de 30 véhicules de sa collection personnelle via Bring a Trailer. Le total des ventes a atteint un $42903. Parmi les pièces vendues figurait une Chevrolet Corvette de 1962, adjugée $60,000, une Ford Mustang Fastback K-Code de 1965, adjugée $75,000, et une rare Toyota Supra de 1993, adjugée $121,000. Cette Supra a été la plus rentable de la vente. Rawlings a expliqué sa décision par un changement d'orientation.
Il souhaitait s'éloigner de ce qu'il appelait et se lancer dans la collection de modèles européens haut de gamme. Parallèlement, il a mis aux enchères une expérience Gas Monkey Garage au profit d'une œuvre caritative. Cette vente a permis de récolter $6,500 pour la fondation Gas Monkey. Fort de son argent et de son espace libéré, Rawlings entreprit de reconstituer sa collection. Il annonça son intention de se concentrer sur les Ferrari, les Lamborghini et les voitures européennes anciennes. Il était particulièrement attiré par les modèles des années 1970. Un moment fort fut l'achat de 5 Ferrari Testarossa lors d'un voyage en Irlande. L'un d'eux avait été converti en véhicule électrique et avait fait sensation au SEMA 2023. Début 2024, Rawlings avait déjà réinvesti plus d'1 million de dollars dans sa nouvelle orientation. Il ne se contentait pas de changer de véhicule, il se réinventait. D'un procès compliqué à une collection de Ferrari haut de gamme, son histoire ne cesse d'évoluer. Qu'on l'admire ou qu'on le critique, il est indéniable que Richard Rawlings sait rester sous les feux des projecteurs.